5 sur 7 matin, nous recevons donc, comme je vous l'annonçais, Albin Feliro. Il est le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Monsieur Feliro, venez avec moi. Donc, nous allons parler justement de la revalorisation salariale annoncée par le gouvernement, bien sûr. Monsieur Feliro, bonjour. Oui, bonjour, Merci, Monsieur Herman. merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, donc, on va parler de la revalorisation salariale. Le gouvernement a annoncé une revalorisation salariale pour les employés du secteur public pour compter de ce mois de décembre. Et depuis hier, les fonctionnaires qui ont perçu leur salaire ont remarqué que c'est effectif sur le pays. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, d'abord, félicitations. Je crois qu'il faut reconnaître ce qui est fait. Être reconnaissant à ce qui est fait, je crois que c'est d'abord la première chose à dire et permettre à ceux qui en ont joui déjà de le faire davantage savoir. L'exercice que vous me demandez de faire ce matin est bien difficile. Vous avez 5% de la population active qui est contente de la prise en charge faite par le gouvernement et vous m'opposez à 95% des autres de la population active. Mais je crois que les choses ne se passent pas forcément comme ça. Il faut qu'on comprenne bien que parmi ces 95%, il y a plusieurs catégories de population active. Vous avez les entreprises privées, naturellement. Parmi ces entreprises privées, vous avez les plus grandes, les multinationales, jusqu'aux très petites. Et vous avez également toutes ces personnes qui sont patrons d'entreprises, qui ne dit pas son nom. Lorsque vous avez un chauffeur, lorsque vous avez une nounou à la maison, lorsque vous avez un cuisinier, lorsque vous avez un jardinier, tout le personnel domestique est également considéré comme salarié des patrons privés. Donc tout le monde, effectivement, est dans la posture d'être un patron. Donc, en gros, déjà, l'idée de revalorisation salariale, comment est-ce que vous l'appréciez? Oui, comme tout le monde, c'est forcément positif. On sait très bien que le niveau de salaire de notre pays n'est pas suffisamment élevé, ne permet pas aux uns et aux autres de vaquer à des obligations auxquelles on est en droit humainement d'attendre. Cela ne fait aucun doute. Maintenant, où est-ce qu'on trouve ces financements-là pour régler cette question? Ça, c'est un autre débat. Justement, vous êtes issu du secteur privé. Dans le secteur privé, est-ce que c'est un véritable casse-tête aujourd'hui, la question de la revalorisation salariale? Est-ce que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe où on a envie forcément d'accompagner ce mouvement-là? Oui, je vais essayer d'être un peu technique, pas beaucoup, D'accord. pour que les gens comprennent. On va faire l'effort de vous suivre. Oui. Comme je l'ai dit, pour les entreprises, il y a certaines entreprises dont la question ne se pose plus. Puisque le salaire minimum de ces entreprises, c'est déjà à partir de 100, 150, 200 000. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire là-bas. Pour les plus nombreux, les entreprises les plus nombreuses qui sont sur la place, il faut savoir que la date de décision et sa mise en œuvre, il s'est passé une période où on a validé les budgets de l'année qui vient. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est aussi de se dire que l'entreprise de laquelle on puisera les ressources pour financer l'augmentation de salaire reste aussi une personne morale. Et quand on dit personne morale, ça veut dire qu'elles ont une appellation de personne. Donc, est-ce que ces entreprises ont les ressources suffisantes pour aller dans cette dynamique? Je vous dis, le débat se pose. Alors, on va aller dans ce sens. On n'ira pas à contrario de ce qui a été décidé, de ce que la loi va imposer. Le risque, il faut bien se le dire, c'est la capacité de résilience d'une entreprise pourrait nous conduire à probablement débaucher. Et c'est là où toute la prudence du gouvernement de dire, attention, on laisse les privés regarder cela avec le personnel. Et pour faire ça, il y a des outils. Il y a des outils. Vous avez des accords d'établissement qui existent et qui se négocient entre l'employeur et les salariés.
Il y a ce qu'on appelle les conventions sectorielles, les conventions collectives, qui sont des instruments par lesquels les négociations se font pour que les questions de salaire s'observent et se règlent le mieux du monde. Sinon, ça pourrait être difficile de voir certaines entreprises dire, bon, là où on a 7 employés, pourquoi ne pas revenir à 4 et respecter et que tout va bien. Donc le risque de débauchage n'est pas loin de cette réflexion et je crois qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Donc là-dessus, on comprend bien la prudence du gouvernement et surtout des employés de savoir que l'entreprise ne générerait que les flux financiers que chacun des parties prenantes ont apporté à l'entreprise. Et où trouver ces ressources si tant est que les entreprises privées ont la volonté de vouloir accompagner, on va dire, cette réforme, ce mouvement? Où est-ce qu'elles iront trouver les ressources pour justement mettre les travailleurs aux standards que souhaite le gouvernement? Non, je vous ai dit, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. L'entreprise, elle est née pour vivre. Et elle ne générerait des ressources que de son fonds intérieur, ce sont des ressources propres. Elle n'ira pas emprunter de l'argent pour des questions de rémunération ou autre. On comprend bien que l'on emprunte pour des investissements, pour agrandir l'entreprise et pour le bonheur et le bien-être de tout le monde, y compris même des salariés. Mais je vous dis que si l'entreprise fait cet effort-là, et qu'elle peut le faire et fait cet effort-là, tant mieux et bravo. Lorsqu'elle n'arriverait pas à faire cet effort, je vois bien ce qui va se passer. Alors, qu'on comprend. Hier mardi, vous étiez au Palais des Congrès, vous avez organisé ce cocktail d'affaires pour célébrer les 7 ans d'existence de la CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Est-ce que ça a été un sujet qui a été mis sur le tapis? Oui, vous savez, dans des réunions comme ça, nous l'avions dit, nous fêtons et nous célébrons nos 7 ans, nous ne boudons pas notre plaisir, mais nous nous sommes gardés de festoyer à la coupure du gâteau ou autre, etc. Au contraire, on a estimé que les entreprises entre elles devraient pouvoir se donner la main, créer une synergie entre elles, de manière à ce que, au nom de la subsidiarité, sur les questions de responsabilité sociétale de l'entreprise, eh bien, les plus grandes peuvent accompagner les plus petites d'une manière ou d'une autre. Et on a eu comme premières actions 7 contrats qui ont été signés entre les plus grosses d'entre nous, qui ont compris l'esprit de la responsabilité sociétale de l'entreprise, d'accompagner justement les plus petites. Et là, effectivement, vous savez, encore une fois, lorsque l'entreprise a un besoin immédiat, c'est d'abord l'accès au marché. Et ce type de contrat peut permettre à certaines entreprises d'accéder ou d'accroître leur business et donc d'accroître leurs revenus et donc de donner des chances de succès à l'augmentation des salaires. Est-ce que les entreprises qui sont, les chefs d'entreprise qui font partie de votre confédération sont enclins justement à la réforme? Ah, bien sûr. Bien sûr. On n'est pas parti là-bas par hasard. Il y a eu des réflexions, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Et d'ailleurs, nous sommes les premiers à avoir proposé l'augmentation du SMIC de 30%. Alors donc, c'est quand même une décision, du moins une proposition qui a été faite par le secteur privé, par l'ensemble des 2 patronats d'ailleurs, pour qu'on en arrive là. Maintenant, la question de la hiérarchisation, il faut que ça se négocie, comme j'ai dit, à travers ces 3 ou 4 outils qui existent dans l'entreprise pour discuter sur les possibilités de voir des salaires augmenter ou même l'amélioration des conditions de vie, simplement. Vous savez, il y a des entreprises qui discutent sur le 13e mois. Il y a des entreprises qui discutent sur des primes de fin d'année, sur des primes de Noël. Il y a des entreprises qui discutent sur la question de prise en charge des enfants des salariés pour aller en vacances. Et il y a d'autres dont ce n'est pas forcément la primeur de leur sujet. Donc les entreprises, elles existent, mais elles sont tellement différentes les unes des autres que quand on les classifie, ce qui touche, et là où ça va être très difficile, et vous conviendrez avec moi, c'est celles qui ne sont pas forcément dans le statut
d'entreprises, mais qui sont quand même des patrons, parce qu'ils emploient du personnel domestique. Là, ça va être difficile. Voilà. Très bien. Je vous regarde bien, parce que c'est sûr que vous avez une tante qui a un chauffeur et sa pension n'a pas augmenté, mais à qui on dit d'augmenter le SMIC, donc le salaire de son chauffeur et autres. Vous comprenez bien qu'à ce niveau-là, et c'est bien les plus nombreux, ça va être difficile. Alors, on s'imagine que depuis hier soir ou ce matin, les salariés du secteur public, du secteur privé, pardon, sont en train de lorgner, de regarder dans un coin de l'œil les salariés du public qui ont vu leur revenus augmenter d'une façon ou d'une autre. Ils se disent peut-être qu'en 2023, ils vont connaître le même sort. Évidemment, est-ce que vous imaginez que dans les semaines, les mois à venir, les entreprises privées, vous êtes issu du secteur privé, est-ce que la CONEP va faire le lobby au sein des entreprises qui sont en son sein pour qu'on puisse arriver à cette hiérarchisation des salaires? Oui, la CONEP est partie prenante des discussions et des débats qui ont eu lieu. Donc les résultats qu'on voit là, on est complètement partie prenante. Il n'y a aucune raison que nous incitons les gens à ne pas respecter cela, bien au contraire. Et en notre sein, ces discussions-là sont pratiquement terminées. Il s'agit de la mise en œuvre et ce sont ces difficultés-là que j'évoque ici, mais qui sont des choses qui sont surmontables. De toutes les manières, il y aura une transition nécessairement qui va se faire, surtout pour les plus petites, de manière à ce que tout le monde en arrive au niveau voulu par la loi. De toutes les manières, on va respecter la loi, il n'y a aucune possibilité de s'en départir. Le risque, comme j'ai dit, voilà, c'est le risque de débauchage parce que l'entreprise, elle a une force, une capacité de résilience qui l'amène malheureusement à prendre ces décisions-là. Donc, on oublie cette partie-là et on dit, effectivement, nous devrions pouvoir faire respecter l'augmentation du SMIC. Et je vous dis que ça, c'est déjà une bonne chose si on arrive à atteindre ce résultat. Et le reste, entre entrepreneurs, entre employeurs et personnel, on va être un peu regardant pour voir comment chacune des entreprises va mener sa politique salariale. Est-ce que les employés Albin Feliro peuvent déjà commencer par sourire un tout petit peu en attendant la bonne nouvelle? J'espère qu'ils vont plus que sourire. Bien sûr, c'est un peu au-dessus de la moyenne et je crois que oui, ce serait forcément un plus, j'imagine. Merci beaucoup à vous, Monsieur Feliro. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Merci vraiment d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci infiniment, c'est un plaisir de toujours venir expliquer de façon pédagogique un peu comment les choses fonctionnent parce que c'est important que tout le monde soit à peu près au même niveau de compréhension des choses. Merci pour le rôle que vous jouez. Merci beaucoup, Monsieur Feliro. Au plaisir de vous retrouver très prochainement par ici quand le besoin se fera sentir et que nous aurons justement besoin de votre avis, de votre expertise, de votre analyse sur divers sujets d'actualité. Merci. Merci.